On aura la modération de Carlos Hertenson, qui est le chercheur d'investigation de mathématiques appliquées de l'UNAM. L'université, la Sorbonne et l'UNAM ont de liens académiques. Il y a 1910 en France avec le Centre des études mexicaines en France, qui est aussi dirigé par Francisco Hernández à la Sorbonne de Paris. Les liens entre l'Université d'Indiana et l'UNAM ont commencé en 1999 et de ce moment-là, tous les deux universités ont signé des accords avec l'UNAM. On a aussi ouvert le bureau à Ciudad Universitaria chez nous, au Mexique, les trois universités. Donc, on a des liens, des projets, des échanges dans des domaines divers dans les universités. En plus, entre les communautés, on a des étudiants qui finissent leur diplôme et maintenant nous sommes très heureuses de continuer avec nos activités. Moi, je suis sûre que les concepts, que les réflexions de trois chercheurs seront très importants pour vous et donc je vous souhaite une très bonne journée académique. Merci beaucoup, Guadalupe. On aura le modérateur Carlos Jehersen. Merci beaucoup de votre présentation. Doctora Valencia, c'est un grand plaisir. On a deux membres du panneau. Le premier sera un panneau de cette manière-là, et parce que malheureusement, on n'aurait pas la présentation en direct. Donc, on a le professeur associé de l'Université de la Sorbonne, Daniel Cam. Il travaille au centre de computation et il est un des grands présentateurs qu'on a en France avec des systèmes multi-agents. On a aussi des systèmes complexes, en plus de technologies de l'information, des humanités, des sciences sociaux. Et le prof, malheureusement, n'est pas aujourd'hui en direct, mais on a les vidéos qui est la critique de l'intelligence artificielle pure. Après du vidéo, on aura aussi le professeur en informatique qui est le directeur de l'Université d'Indiana à Bloomington. Et aussi, on aura l'Université de Californie. Et après, on aura la ACM, où les membres du conseil, l'Institut de l'Université d'Indiana, et les intérêts sont très amples, très ouverts. On aura les sciences sociaux, le numérique, l'informatique aussi. On a aussi la diffusion des informations en ligne ainsi que la manipulation des réseaux sociaux. C'est un sujet qui est de plus en plus important et actuel. On a une très grande influence. On a aussi fait les études il y a beaucoup de temps, donc on a une très grande expérience qui sera très très bon. Donc on va commencer avec le professeur Kant. Bonjour, je suis Jean-Daniel Kant. Je suis chercheur. Moi, je voudrais m'excuser de ne pas être capable d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la critique de l'intelligence artificielle pure. C'est mon point le plus important.
Et on va, et, on va parler de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, on sait que c'est les études de comment imaginons, pour comprendre la manière dans laquelle tout cela marche. Les, on a les machines qui travaillent avec les fonctions afin d'utiliser ici avec la mente humaine, la pensée. Par exemple, si on parle aussi, par exemple, de points qui sont très importants, mais on pense, par exemple, dans ce qu'on appelle de l'approche animate. On a aussi les habilités, les capacités de l'intelligence. On a l'apprentissage, on a la perception, on a les décisions, les actions. Et ici, on a aussi des parties qui sont très importantes aussi, l'apprentissage automatique. Et tout ce qu'on a pour le, la partie de faire des questionnements, la partie de plus. Pourquoi est-ce qu'on a l'intelligence artificielle? Parce que cela marche à cause de l'économie, en plus parce que cela va augmenter la productivité et la performance et cela va nous apporter, par exemple, plus de pour des profits ou des bénéfices. Hein. Si on a plus de profits que des autres technologies, on aura le développement de l'intelligence artificielle. Et aussi, par exemple, comment est-ce qu'on peut conduire d'une manière plus sûre, par exemple, ça serait un des bénéfices. Ici, si on parle de la santé aussi, si on voit que l'intelligence artificielle a une meilleure performance, si on fait la comparaison contre l'usage sans l'intelligence artificielle, et on sait qu'au futur, on aura des autres technologies disponibles afin que on a des fonctions qui marchent comme on attend, comme on espère qu'elles fonctionnent. Environ les 5%, on sait qu'on a des dispositifs, des appareils qui, par exemple, font une consommation plus haute de l'énergie. Donc, il faut faire attention spécifiquement pour l'environnement, pour savoir quelles sont les implications. Ici, on a aussi technologie basique. Et dans cette étude, on a les techniques et bien sûr la technologie qui a, par exemple, qui est moins complexe, par exemple, est plus facile de produire et on a, par exemple, autre type d'usage en comparaison avec une autre plus complexe. Et ici, on aura aussi les autres formes de savoir comment est-ce qu'on fait tout cela.
Oui, ça c'est la technologie de laquelle on a besoin, donc on a des priorités aussi. On aura des autres bénéfices, une complexité plus haute. Aussi, on a des autres aspects de l'environnement qu'il faut tenir en compte. Et ici, on a des autres technologies que sont plus complexes, par exemple pour l'environnement, spécifiquement pour savoir dans quel domaine nous sommes en train de travailler maintenant. Moi, je pourrais parler un peu plus, mais ici, on a un bon bénéfice, mais cela ne veut pas dire qu'on fera un investissement plus haut. Et si on va faire la catégorisation de ce qu'on appelle ce qui est faible, c'est-à-dire l'intelligence artificielle plus faible, comparé contre l'intelligence plus forte, on sait que ici on a un logiciel qui a été très fameux, qui est c'est les Deep Blue de l'IBM. Deep Blue a été un très bon logiciel, une très bonne technologie, mais ça c'est très spécialisé. On sait que on a fait des améliorations, mais en plus il faut continuer à savoir. Donc il faut trouver, par exemple ici, une technologie ou une intelligence qui sera plus généralisée avec des autres activités. Et par exemple, sans aller plus loin, aussi on peut penser aux problèmes qui sont plus importants pour l'environnement, pour savoir. Et aussi pour avoir une équation afin de la résoudre d'une manière plus humaine. On a un exemple aussi. C'est un robot et cela n'est pas vraiment comme un humain. Cela a une technologie de base qui est plus complexe et qui est plus exigeant en ce qui concerne la capacité, mais on sait que les personnes veulent aller de là. Donc, nous sommes en train de chercher la super intelligence. On veut plus, on veut faire plus de choses. On veut, par exemple, trouver des autres technologies qui est simplement avoir un bénéfice de tout ce qu'on fait. Et pour savoir, donc, comment est-ce qu'on va faire l'utilisation ici de technologies? Mais c'est, par exemple, ici les cas de savoir que la superintelligence est peut-être parfois plus élevée que l'intelligence humaine. Donc, ici, quelles sont les implications? Est-ce qu'on va, par exemple, euh, il faut obéir, par exemple, ce type d'intelligence? Ou comment est-ce qu'on cela marchera? Et donc, ce sont les
détails de l'intelligence artificielle, de la superintelligence. Donc ici, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on cherche une intelligence artificielle, quels sont les points, quel est l'objectif. On va parler de cela après. Ici, tu as peut-être le Terminator. Dans le film, on avait par exemple des circonstances où le robot était très agressif. Mais ici, comment est-ce qu'on va caractériser les systèmes de l'intelligence artificielle? Ma proposition sur l'imitation. Going to Donc, perform la manière dans laquelle on va faire ici une performance de l'intelligence, c'est à cause de la science, de la numérique. C'est pas une obligation de faire la reproduction exactement, de, par exemple, avoir une décision. Donc ici, comment est-ce qu'on... On sait que c'est là d'avoir une imitation, c'est pas vraiment de savoir que on a des agents avec un compromis, avec des inspirations. Et on a aussi l'autonomie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir la contrôle, par exemple, d'une personne. Donc, on peut penser ce type de technologie, il s'agit d'une technologie qui n'a pas besoin de notre activation. Ça nous amène à penser que on n'a pas besoin d'avoir une intervention humaine pour savoir spécifiquement spécifiquement la singularité ici de ce type de robot. Et après, il faut penser aux interactions. Peut-être on n'aurait aucune interaction, peut-être on aurait des interactions humaines de l'environnement avec l'intelligence artificielle. Donc il faut savoir comment est-ce qu'on va faire ces contrôles et peut-être on va simplement avoir la contrôle totale de l'intelligence, de cette technologie. Donc, si on continue à parler de l'intelligence artificielle, on a des diverses interactions et aussi quelle sera la forme de faire l'explication de comment est-ce que cela marche. Donc maintenant, moi, je vais faire cette explication. separate two main approach. Et donc, on va parler de deux approches différentes pour cette situation. Premièrement, on a ici l'intelligence artificielle et comment est-ce que cela marche. On a des types d'intelligence maintenant. On a l'apprentissage approfondi, on a l'apprentissage automatisé, on a aussi le réseau neuronaux, on a des autres types d'intelligence aussi. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle marche avec les données? On a ici peut-être, je ne sais pas, peut-être le 98% des systèmes utilisent ce type de technologie ou peut-être plus. Ici, la connaissance ou le pouvoir se trouve dans les données. On sait que les données, qui sont billions, trillions de informations, donc en essence, on sait qu'on a de ces exemples, on a des réseaux neuronaux, on a ce qu'on appelle la boîte noire, on a des systèmes
qui apprend la corrélation statistique entre les entrées et les sorties, c'est-à-dire les données qui entrent et qui sortent du système. Et après, la machine ou l'appareil doit apprendre comment utiliser les données d'une manière neuronale. On a des niveaux, par exemple ici, pour avoir, je ne sais pas, l'utilisation de cette information linéale ou avec des autres opérations, parfois d'une manière plus complexe. Pour connaître ici la face aussi. Nous sommes maintenant dans cette phase, dans cette étape où on utilise le réseau, comme je vous savais dit déjà. Et ici, les triomphes. Quel est le triomphe de la science des données? Moi, j'étais en train de parler de l'apprentissage approfondi, mais ici, à Google, quels sont les programmes? Moi, j'étais vraiment impressionnée. Et si on a un logiciel, par exemple, qui peut faire une utilisation, je ne sais pas, de plus en plus meilleure, on aura des autres exemples. Ici, on a un livre qui a été écrit en anglais et qui a été traduit vers le français automatiquement par l'apprentissage approfondi. Donc, ici, on a l'apprentissage automatique, automatisé. If your failure, if your file is consistently enough, you will learn or not. Donc, il faut savoir que c'est très efficient, mais First, I will call it, and I'm not the only one saying that, of course, but this is only my responsibility. First of all, I would call it. donc il faut parler premièrement du syndrome. On sait qu'en général, on a par exemple des biais That they have learned is not accurate. Their predictions, their performance will be very bad. So they highly depend on the quality. Ce sont par exemple le syndrome de la distorsion. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut créer de corrélations et de trouver de causalité? Tous les matins que moi j'ouvre ma fenêtre, je ne sais pas quelle est la probabilité de savoir comment est-ce que tout cela va marcher. Et il faut connaître comment faire cela pour avoir des corrélations et pour les utiliser et pour avoir une production de ce qu'on fait. Et aussi les syndromes. Simplement pour faire ici une explication ici de comment cela marche. Parfois, on a de faiblesses ou des erreurs qui sont terribles et qui sont faites par cette intelligence artificielle. On avait un système qui n'a fait pas bien les calculs spécifiquement
pour les résultats de la campagne des élections. Why do you mean? Why Et c'est quoi celle-là de l'intelligence artificielle qui peut être expliquée? Comment est-ce qu'on peut expliquer l'intelligence artificielle afin que nous, comment est-ce qu'on peut le comprendre? the extent to which a cause and effect are observed within the C'est lié, c'est là à l'interprétabilité, c'est-à-dire à quelle mesure est-ce qu'on peut observer une cause et un effet à l'intérieur d'un système. how explainable data AI Et il faut savoir very well because si l'intelligence artificielle pour les données est facile à expliquer ou pas. Donc aussi, il faut avoir une accurate or explication plus haute, donc on aura efficient and also un réseau neuronal relies on data AI, ici pour savoir. they are very accurate. They are very Donc, they well. They recognize well. But on peut reconnaître que parfois, il faut comprendre comment est-ce que yes, cela marche. this is black box syndrome. It's impossible Donc, for an expert. Sarah, that could be a problem. on avait parlé de syndrome de la boîte noire. It is untrusted decision of Comment est-ce qu'on peut, ici par exemple, parler ou faire une someone explication de l'intelligence artificielle? Oui, on sait bien sûr qu'on a ici tell you why. l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on sait qu'on a des autres niveaux. Legal problems. A lot of legal problems. Donc, on aura beaucoup de problèmes juridiques dans ces cas-là. If you've been rejected by an artificial neural network because On a été rejeté à cause du réseau neuronal. honest and transparent, that's Il faut savoir si on a un niveau qui peut être transféré ou pas, for attitude. You make the decision. mais il faut tenir un compte de circonstances afin de faire une décision et aussi l'obligation de comprendre les décisions automatisées. Maintenant, il faut savoir que on a une directive de l'Union européenne Big deal for all the companies that are et cela est très important pour toutes les entreprises qui maintenant sont impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'ils vont utiliser ces ressources? Et un autre aspect, c'est l'intelligence artificielle de la conduite. at the core. It's explainable. Why is it explainable? Because it will explicitly, by design, Ici, on peut l'expliquer par dessin pour savoir quelle est la conduite de composants, par exemple des agents, decision-making process. des processus de prise de décision explicite, Logic form on any program. aussi des autres programmes. Symbolic representation are used in Ici, les représentations symboliques sont utilisées lors de l'exécution. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ici l'enregistrement de décisions faites et pour savoir quoi a amené quelles étaient les circonstances qui ont amené à cette décision. Il faut savoir aussi, en ce qui concerne l'explication à partir de l'intelligence artificielle parfois, il faut profiter des données et de règles afin de faire le traitement de données. Ici, par exemple, on a les systèmes. Ici, par exemple, on a des agents. On a un petit programme. has this specific and explicit representation, its goals and its strategy. On a aussi ces points aussi. Using this technique On a des techniques aussi, the French labor market, spécifiquement pour le marché, pour les entreprises, les individus,
et aussi pour l'initialisation, la calibration, et pour savoir comment est-ce que les données marchent. On a ici les informations ici, mais comment est-ce qu'on va faire l'utilisation si, par exemple, ce sont des individus ou des entreprises qui font l'utilisation de données? Ici, il faut savoir comment est-ce qu'on va utiliser, par exemple, les postes de travail qui sont publiés. Ici, par exemple, comment est-ce que on va faire cet calcul? This is the detail of all the decisions that are On a ici toutes les décisions qui sont remarquables. Par exemple, ici, comment est-ce que les entreprises prennent leurs décisions au moment que nous sommes au marché du travail? On a une analyse et qui nous a mené à faire l'analyse de ce qui a été le modèle de marché de travail. Et on a aussi l'impact de politique. À l'année 2017, on avait une nouvelle loi qui était publiée. Cela s'appelait El Khomri Law ou la loi El Khomri en France. Et donc, on a utilisé un modèle qui a été le seul qui a fait l'interprétariat de l'effet de ces lois, de cette loi. Donc, on peut utiliser ce type de technologie afin d'utiliser comme des outils de prise de décision par des entreprises, des institutions. Et on sait que l'intelligence artificielle donc, peut être utilisée pour ces objectifs. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous partager plus d'informations après. Et on a des autres applications qui utilisent ce type de simulation dans le domaine de l'économie, des affaires, de la logistique, du transport, de l'armée. of the website, the impact of digital innovation using AI. Par exemple, moi j'ai des autres projets, les Cobank, c'est la diffusion des innovations dans une certaine population. On a aussi la dynamique de l'opinion et de l'attitude. On a fait aussi les études de l'impact des innovations digitaux pour le marché de travail. Et aussi les projets. Donc il faut savoir quel est le point le plus important ici. Ici, il faut, je sais pas, il faut conclure ici avec ce point important qui est lié au point que moi j'essayais de faire de le début qui est lié aux critiques. Donc, on sait que la hégémonie est rarement bon. Donc, elle est Finally, I would like to mention this very important issue for me, because also the citizens question where is AI going? What are really donc, comment est-ce qu'on peut savoir quel sera le futur de l'intelligence artificielle? Ça serait la deuxième critique. On sait qu'on a l'objectif ici, c'est quoi? C'est quoi l'objectif d'un système d'intelligence artificielle? C'est cela de remplacer l'être, je sais pas, l'homme euh, par des machines, je sais pas. Ou, on sait que
il faut simplement économiser, mais on aura un impact sur l'environnement aussi. Donc, il faut avoir une discussion, une conversation plus spécifique dans ces cas-là. Donc, je voudrais vous remercier de votre attention. Feel free email on my back and or Google Meet, and I'd be happy to chat with Donc, you. si vous avez des questions, je ne sais pas, donc je serai pas ici, mais par email ou courriel. Well, thank you for a very interesting talk, Michelle Daniel. And Merci beaucoup. questions arising from Michelle Daniel's talks, Phil and I can comment on them. Donc, je ne sais pas si on a des autres questions. Phil, peut-être. To be with you here, and let's listen to your talk for reasons. Donc, nous sommes prêts pour vous, pour savoir pourquoi est-ce que les réseaux sociaux nous fait plus vulnérables. Merci beaucoup, Carlos. C'était une très bonne introduction. Donc, moi, je voudrais parler de la recherche qui se passe à notre laboratoire à l'Université d'Indiana, spécifiquement pour la science de la misinformation, c'est-à-dire de la malinformation ou la désinformation. Donc, pour savoir si, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe quand on écoute, je ne sais pas, la manipulation en ligne, désinformation, et comment est-ce qu'on voit la dissémination de ces informations qui sont plutôt de désinformation. Donc, on aura une introduction et après cela, on aura ici, je ne sais pas, je voudrais parler un peu plus de c'est quoi la combinaison de notre travaux. Ici, nos travaux, le titre est un peu attractif. C'est afin que vous restez intéressés. Donc, ça, c'est c'est spécifiquement le but où il faut parler de la désinformation. Et moi, je ne vais pas parler seulement de ce sujet-là. Moi, je vais faire une catégorisation de ma présentation sur la base des 4 facteurs, les vulnérabilités qui ont fait que les réseaux sociaux soient une plateforme spécifiquement pour la vulnérabilité de ces désinformations. Et moi, je voudrais commencer par ce qu'on appelle echo chambers, c'est-à-dire des caméras d'écho. Ou une chambre, une salle. Donc, c'est un modèle. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un modèle très simple. Ici, on a les agents qui sont simplifiés, mais on a ici l'imitation de cet aspect des personnes qui font des interactions sur les plateformes de réseaux sociaux. Ici, on a des amis qui demandent de devenir amis des autres. Et après, par exemple, on peut faire une publication et après, si nous sommes les amis de cette personne qui a fait une publication, donc on peut la partager parfois, je ne sais pas, sur Facebook, Twitter. Et ici, on va simplement supposer que les agents ont une opinion critique. Moi, je voudrais vous dire que c'est un monde qui est très simplifié. C'est une région qui est très simplifiée. On a la couleur et en bas de gauche à droite. Ici, on voit les couleurs. On a les couleurs bleues, vert, les rouges. Lorsqu'on fait une publication, ça va refléter nos opinions, notre avis, et parfois nos amis seront, je ne sais pas, touchés par nos opinions, ou peut-être moi, je peux changer un peu plus mon avis, je ne sais pas, pour m'adapter à l'avis de mon ami. Et un autre élément, c'est par exemple, si je suis totalement, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord, pas du tout avec, je ne sais pas, l'avis de mon ami. Donc moi, je veux simplement
peut, je sais pas, retirer l'amitié de cette personne-là. Et donc ici, on a une espèce d'adaptation de la pensée des personnes. Ça dépend de si nous sommes d'accord ou nous n'est pas d'accord. Mais probablement ici, on sait que c'est une probabilité très très petite. Donc moi, je veux ici vous montrer qu'on a, par exemple, si on a de lignes qui sont on a comme ça de lignes qui sont pointées. Donc cela veut dire que quelqu'un a retiré l'amitié de notre personne et donc on a des habits aléatoires. Et après de voir les groupes d'opinion d'avis qui est divisé de cette manière-là, bleu ou rouge, ça c'est le principe de ce modèle. Et donc on aura une division plus homogène. On sait aussi que la structure va changer. On a des moins et moins connexions entre des agents de la même opinion, par exemple, avec la même avis. Et basiquement ici, les usagers sont en train d'utiliser, par exemple, ici, pour savoir que toutes les couleurs sont très similaires. Donc il faut être exposé. Je ne sais pas si nous sommes partis, par exemple, d'un groupe. On a une séparation totale des personnes qui ont un avis totalement différent de notre avis. Et si ça se passe zéro d'une manière inévitable, on aura une simulation qu'on peut exécuter beaucoup de fois et on aura toujours la même conséquence. On aura une séparation en deux groupes. Ici, c'est pour vous démontrer qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin d'utiliser un algorithme très compliqué pour savoir quelle est la forme d'interaction entre les personnes. Et ici, on a aussi une influence sans interagir avec les personnes avec nous ne sommes pas d'accord. Donc, on veut parler de préjudices sociaux, par exemple, dans toutes les plateformes. Et donc, si on n'aime pas, je sais pas, un usager, par exemple, on peut simplement bloquer l'usager ou retirer l'amitié. Donc, cela va accélérer, ce type de conduite va accélérer cette séparation. Donc, on sait que ce type de groupement, c'est très naturel, c'est une accélération qui se passe. Mais pourquoi est-ce que cela est important? Donc, il y a certaines raisons pour cela. Moi, je voudrais parler spécifiquement de ce qui s'est passé dans notre groupe de recherche. Il y a quelques années, on a de recherches par rapport à ce qu'on fait. Donc, par exemple, la manipulation des informations sur les réseaux sociaux ou de la manière dans laquelle les informations sont diffusées dans cette plateforme. Et on a ici, par exemple, de phrases qui ont été fabriquées. Par exemple, on a parlé de l'administration d'Obama qui avait, je ne sais pas, une teneur qui était secret, confidentiel. Mais on était particulièrement, je ne sais pas, centré sur les publications politiques, mais ici, on a fait simplement cet exercice. On a fait, par exemple, de phrases fausses, par exemple Fox News et des autres sources d'informations ont utilisé ce type de phrases. Donc, cette phrase est devenue vraiment virale. Sur Twitter, on avait beaucoup de messages, de réponses. Il était vraiment surpris. Donc, on savait déjà qu'elles étaient fausses, donc on n'était pas surpris, pas tout. Mais on va parler de la réseau de la diffusion. C'est le réseau
Ici, on a un node, on a l'usager de Twitter et ici, on a les liens pour savoir comment est-ce que les informations vont être diffusées entre les usagers, par exemple AgitPy. Ici, on utilise cette personne qui était une personne d'influence de l'FCC et qui a partagé ces informations, qui les a diffusées. Donc, on les appelle les super diffuseurs. Donc, comment est-ce que ces réseaux de diffusion va causer la diffusion des informations fausses et comment est-ce que cela aura un impact, par exemple, pour la situation de l'année 2014 qui était les élections intermédiaires. Ici, on a l'image là-bas, le réseau de conversation sur les élections. On a tous les hashtags. On a fait ici ce qu'on appelle les echo chambers ou les chambres écho ou les groupes ou les séparations. De ce côté-là, on a les groupes les plus conservatifs et du côté gauche, on a les groupes de plus libéraux. Ici, on a la représentation des nodes. On peut voir que la plupart restent dans la partie à droite. On a un petit node orange qui c'est pas très clair. Et c'était en train de... On avait des sources, par exemple, comme les magazines en sciences avaient essayé de, je sais pas, de trouver la vérité qui était la base de ces phrases fausses. Donc, les personnes n'avaient jamais fait, je ne sais pas, une vérification de ces informations, lu des autres articles, je ne sais pas, ou de simplement vérifier que les informations provenaient de sources confiables ou de journalistes confiables. Non, ici, ce n'était pas le cas. Et le fait qu'on a vu la conduite de ces groupes, donc cela nous a fait plus vulnérables. Donc aussi, on commence à voir qu'est-ce qui s'est passé au futur. On a fait l'analyse des données, je pense que de l'année 2017. On a vu que ces chambres politiques polarisées sont de cette manière-là. Si, par exemple, on observait le réseau de suiveurs ou le réseau de diffusion, donc c'était très similaire. Ici, on a la relation, par exemple, des personnes qui font le partage des liens de nouvelles. On avait tout le type de théories de conspiration et sciences fausses et tout ça. Et on voit ici que les conservatifs ont simplement fait les retweets. Et ici, la taille de node, c'est la fraction de publication liée aux nouvelles sources d'informations, mais de qualité. Ici, on a le node d'une taille plus grande. Ici, les personnes ont partagé les informations du côté droit et gauche. Et ici, on a vu la diffusion de ces echo chambers, ces chambres d'écho. Donc, on a fait ici les boîtes sociaux. Ce sont de boîtes très, très simples, pas complexes. Des personnes qui, je ne sais pas, de comptes ou des usagers qui suivaient ou qui ont cliqué sur un like. Et comment est-ce qu'on a partagé, je ne sais pas, des articles qui ont été publiés par leurs amis, par exemple. Et on a aussi des autres qui sont très salatoires. Comme je vous avais dit, ce sont très salutaires. Et donc, on les appelle... Ici, la première action, c'est de savoir qu'on a une compte. La première compte, ça c'est la contrôle. Ça c'est la variable de l'expériment.
Et parfois, on les appelle comme ça, je sais pas, la distraction de gauche, de droite, ou centrale de gauche, centrale de gauche, par exemple les Washington Post et des autres journaux. Et après, on fait un suivi des boîtes. Et très rapidement, le boîte se trouve à l'intérieur de groupes qui sont très denses et très uniformes. Si on commence à gauche, on va trouver que nous sommes dans des comptes collectifs. Et si on commence par la droite aussi, on a par exemple deux comptes plus similaires. Ici, on a des exceptions. Ici, on avait le Wall Street Journal et après, une personne a commencé à suivre le Wall Street Journal et le Washington Post. Donc, cela a été fait d'une manière aléatoire. Et donc, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve dans cet écosystème de information politique. Ici, il faut savoir si on a partagé, par exemple, de liens vers des sources. Ici, à droite, il était plus probable d'avoir le partage de ces informations d'une mauvaise crédibilité. Mais c'est quoi ça? C'est seulement pour les personnes de droite? Et la réponse est non. Parce qu'on a de désinformation dans les deux côtés. Mais dans les dernières années, on peut voir que c'est plus marqué dans les côtés droits. Mais ici, on a beaucoup de fake news ou de nouvelles fausses. On a ici le préjudice, ça dépend de... Et on peut voir quelle fraction de lien qui est partagée provient de sources de désinformation. Ici, à droite, on a les usagers qui sont les plus conservatifs et à gauche, les plus libéraux. Ici, on voit les rapports entre la désinformation et les côtés. On voit que c'est plus faible à gauche. Donc, ça veut dire que nous tous sommes vulnérables, non seulement le conservatif ou le libéraux, mais on sait que ça dépend. Mais ici, on peut voir un peu plus vers les droites. Donc, ça, c'est le type de vulnérabilité, c'est-à-dire quelle est notre tendance naturelle de connecter avec les personnes qui sont plus similaires à nous avec cette désinformation. Et numéro 3, c'est une surcharge de cette information. Ici, on a une image d'une nouvelle fausse qui a été très virale à l'année 2016 lors de ces élections. C'était une partie de conspiration. C'était la campagne de Clinton qui entraînait de pratiques bizarres, d'un rituel spiritiste. Donc, le lien ici nous amène au node. Et ici, la taille des nodes nous amène à savoir, par exemple, ces deux nodes sont très centraux. Ce sont Alex Jones et les comptes officiels avant d'être suspendus sur Twitter. Et ici, on voit, par exemple, l'influence en rouge. Ça, c'est très automatisé, ou ce qu'on appelle les bots sociaux. Mais ici, le point est que de savoir pourquoi quelques articles, je ne sais pas, en diffusion virale. Ici, on sait que la plupart de publications ne sont pas, je ne sais pas, très virales, mais ici, on a une autre situation où on a des points ou des circonstances qui sont très virales. On a des liens vers le source d'une mauvaise crédibilité. Donc, on a une plus haute probabilité de savoir comment est-ce que c'est la main. Je ne sais pas, des articles de sources plus ordinaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on a, je ne sais pas, la tendance d'avoir ici cette publication virale, même si elle provient d'une mauvaise qualité? Ici, par exemple, si on voit les connexions,
on peut voir que parfois les personnes vont partager quelque chose qui se trouve lors de leur feed. Parfois, on sait qu'on ne voit pas tous les articles qui se trouvent sur notre feed, mais il faut savoir comment est-ce que tout cela. On a deux ingrédients. On a la structure, par exemple, on a ces dessins ou ce mode de par exemple, ce mode de comportement. Ici, par exemple, on a beaucoup de on a des autres caractéristiques. Par exemple, on a une simulation aléatoire. Par exemple, parfois, si on fait cela, on ne verra pas cette simulation. Et les autres ingrédients, c'est que par exemple, si on voit que on va partager tout cela, on ne verra pas l'émergence. Mais si on a une attention limitée, donc on aura ces points viraux. On a ces modèles. Ça veut dire que je sais pas, quelque chose va devenir plus viral. Et peut-être, je sais pas, vous pouvez penser, dans le monde réel, les personnes, dans une certaine mesure, donc on peut savoir si c'est bon ou c'est pas, si on l'aime ou on ne l'aime pas. Donc si on ajoute cet ingrédient, donc on peut savoir que les agents vont connaître ici, je sais pas, la Q, ça veut dire qualité, et peu, c'est la probabilité, je sais pas, de partager les articles publiés par les amis. Donc ça, c'est proportionnel à cette qualité. Donc maintenant, on a trouvé la corrélation entre la qualité des articles et la popularité, ou si cela devient ou pas populaire. Et en fait, quand la charge de cette information est basse, ici, on peut savoir que la raison par laquelle on peut décider comment est-ce que cela va marcher. Donc, on a une corrélation entre la qualité et la popularité. Ici, la taille des nodes va représenter la qualité des informations qu'on va partager. Et on aura des nodes qui sont énormes et la plupart, je ne sais pas, de tout ce qui est bon va être ou devenir viral. Et ici, on a une tension simplement pour savoir, je ne sais pas, une partie ici. Et ici, l'image va changer et ici, on a des nodes qui sont plus petits. Ça veut dire qu'on a une information de plus basse qualité, par exemple. Ce sont des informations avec une qualité plus basse. Et c'est un peu inévitable que dans ces situations de surcharge de ces informations, même si les personnes peuvent savoir quelles sont les préférences de ce qui marche ou ne marche pas, si on voit par exemple ici la qualité commence simplement à être plus suppressée, et donc on a ici la surcharge de cette information qui va créer une vulnérabilité pour les désinformations. Et donc on parle toujours, je ne sais pas, de préjudice ou de tendance de plateforme. Donc il faut faire une exploration de cela. Et comment on avait parlé des bots qui sont des distracteurs. On a par exemple ici une tendance politique. Donc il faut savoir quelle est la tendance libérale, par exemple. Ça, c'est pas le cas. Ici, si on voit comment est-ce que les informations qui apparaissent ici, en comparaison avec les informations publiées par les amis, ça c'est très très similaire ici. Moi, je suis en train de parler de la graphique de droite. Donc, on a une similarité ici entre les informations qui ont été partagées par, je ne sais pas, les amis d'une compte, et le fait que cela est très proche de zéro, ça veut dire que c'est que vous voyez sur votre feed, ça c'est une bonne représentation de votre avis politique ou même les informations qui ont été publiées. Et ici, on voit un changement vers la gauche, non, c'est vers la droite. Donc,
Ici, à gauche, on voit qu'on commence à être plus proche du centre. Mais ici, à gauche, on voit que nous sommes plus proches du centre. Et à droite, nous sommes un peu plus loin. On continue vers la même. Mais ici, on voit que ici, la partie de la graphique centrale nous amène à voir que la partie de droite, qui c'est la rouge, c'est la séparation, c'est l'éloignement qu'on voit du centre, ça c'est la partie plus libérale. Et donc, les trois graphiques nous montrent qu'on a plus d'activité que dans la partie libérale, on a une prévalence plus haute. Et donc, peut-être la crédibilité des informations n'est pas toujours la meilleure. Donc, si vous savez, je ne sais pas, ça veut dire que si vous êtes avec une tendance à droite, il faut trouver la tendance politique. Mais qu'est-ce qui se passe avec la tendance de la participation? Les plateformes ont amplifié les informations. On sait que participation, c'est un signe, par exemple, de participation entre vos amis et pour savoir si vous serez intéressé, je ne sais pas, dans des informations. Donc, il faut lire tout cela. Donc, peut-être nous serons exposés. Et les plateformes peuvent utiliser la popularité ou des signes pour faire la prédiction de ces combats aimés ou pas. Et ce qu'on a fait, on a créé un système simulé. Et après, on peut savoir qu'ici, ça a une classification faite par la plateforme. On a une attention. Peut-être, je ne sais pas, vous voyez les publications les plus récentes dont se trouve vers la partie plus haute de votre feed. Et donc, on trouve la qualité et parfois, on peut simplement supposer que cela est mesuré par la plateforme et la popularité entre les personnes qui l'ont partagé. Ici, on a l'axe qui va vers la droite. Ça, c'est une meilleure probabilité de sélectionner un mème par popularité. On voit qu'en général, si on a une augmentation, donc on voit aussi que la qualité moyenne des informations va descendre. Ici, en général, ça c'est vrai. On aura la suppression ici de la qualité des informations. On a une petite exception ici dans la partie jeune. Ça entraîne une tendance de participation. Et ça, c'est qu'on appelle ici la sagesse du peuple, par exemple. Si les personnes aiment n'importe quoi, donc on sait que dans quelques circonstances, ça serait, je ne sais pas, un bon indicateur. Ou parfois, on a des bruits aléatoires et au début, on va faire ici l'augmentation. Donc, on a cette tendance de participation pour augmenter la qualité des informations. Et cela provient de la perspective de la plateforme. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura les signes quand on voit, par exemple, qu'un million de personnes ont vu ici un vidéo. Donc, c'est un peu irrésistible de ne pas les voir, non? Donc, on a le numéro de likes ou de partage. Et on a une espèce de feed de nouvelles avec les nouvelles de sources ordinaires, des autres d'une mauvaise crédibilité. Et ici, il faut partager, je ne sais pas, bien sûr, les nouvelles bonnes, pas les nouvelles fausses. Et ça, c'est partie de l'éducation, mais pour savoir quelle est la popularité d'un article, par exemple, ici, si on voit, par exemple, que
si on, je sais pas, on partage quelque chose qui est un article d'une crédibilité basse, oui, bien sûr, si les usagers pensent que le lien a une meilleure participation, donc ça aura plus de partages, plus de likes, et nous sommes aussi touchés par notre perception de la popularité. Si on pense qu'une chose est populaire, donc on prendra, on donnera plus d'attention à cela, même si c'est de basse qualité. Et ça nous donne l'illusion, la croyance que quelque chose est populaire. Donc ça va nous apporter à la première vulnérabilité, que c'est la manipulation. Donc, on a les bots sociaux, on avait commencé à l'année 2010, on savait que c'était de comptes qui étaient automatisés pour donner le soutien à n'importe quel candidat politique. Et ici, on a aussi les buts qui sont les comptes d'influenceurs. Et après, on a développé Hopsy, qui c'est la plateforme qui va faire la compilation de ces articles, de sources de vérification de faits ou de basse crédibilité. Et on voit que la désinformation qui est ici, un violet, on a des informations de basse crédibilité. Ces personnes sont plus connectées, donc il y a une plus haute probabilité de faire les partages. Et on a une probabilité mineure de la partie de la vérification de faits. On a une autre prévalence ici des comptes qui auront une plus haute probabilité d'avoir ici les partages. On a la mesure, on a par exemple, c'est pour l'automatisation, on a spécifiquement une espèce de compteur. Et on a vu ici l'amplification par de bots sociaux. Et qu'est-ce que les bots sociaux peuvent manipuler? Comment? Donc, il peut, par exemple, je ne sais pas, avoir comme but de usagers influenceurs. Et à l'année 2010 à 2016, on avait ces points jeunes ici qui faisait simplement qui faisait un commentaire, je ne sais pas, une réponse, un commentaire dans n'importe quelle source. Si on avait, par exemple, je ne sais pas, la réponse avait un lien à un article faux qui disait que 3 millions de votes de sélection présidentielle étaient faits par cette étrangère sans papier, par exemple. Donc, ça, c'était InfoWords, c'est-à-dire les mots des informations. On n'avait pas de soutien, mais c'était dans tous les cas où on a parlé de Donald Trump. Ça, c'était afin d'exposer Donald Trump. Et Trump pensait que ces sources parlaient de lui. Et donc, cela a amené à cet article. Ici, on avait un exemple. Ce n'est pas une exception. On a vu une tendance que si les comptes sont automatisés, donc cela n'est, par exemple, faire la mention de d'autres comptes qui sont plus influents. Et ici, dans le début de la phase, après qu'un article est devenu viral, c'est un peu difficile de savoir si les comptes sont des êtres humains ou pas. Mais on a fait une revue et on a vu ici, par exemple, le partage de tweets et pour savoir combien de secondes ont passé après la première publication. Et les premiers 10 secondes, on a vu spécifiquement une augmentation ici dans l'activité des bots. Et tous les articles automatisés ont été partagés. Donc, ça veut dire que ces comptes étaient, oui, bien sûr, en train de coopérer, collaborer, de travailler ensemble avec la source afin de faire l'amplification. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle
l'activité non authentique amplifiée. Ici, on avait un autre volume qui avait partagé les mêmes liens. Et c'est ce qu'on appelle comme une inondation. Donc, c'est la marche. Donc, ce sont des données de l'année 2016. On sait que la plupart de retweets provient des semaines ou des semaines probables. Mais donc, il fallait voir aussi si les semaines faisaient les retweets des autres semaines ou aussi on a trouvé les bots. Et en fait, les bots ont essayé et en fait, on attend de permettre ou de faire que ces mêmes façons de partage de notre compte de bots. On avait une autre compte qui c'est anti-Trump. C'était, oui, bien sûr, une personne qui demandait des donations pour des campagnes contre Trump. Mais en plus, on avait des autres comptes qui étaient totalement similaires à la première compte, c'est-à-dire les profils, les hashtags, les photos et quelques-uns étaient contre Trump et les autres étaient pour Trump. Ici, on avait la demande d'argent. Ici, on avait des demandes d'argent aussi. Oui, on sait que ça, c'était une fraude. C'était une fraude. Donc, on avait une personne qui a créé les comptes pour, oui, bien sûr, atteindre de personnes pour avoir des fonds. Donc, on a vu ici comment est-ce qu'on a identifié des techniques. On a une technique qui est utilisée. On a des autres techniques qui utilisent des réseaux plus coordonnés et on les trouve dans tout type de domaine. Ici, on a des comptes qui partagent le même type de tweets. Donc, ça veut dire qu'elles sont coordonnées. Et après, ils ont partagé des informations sur la COVID-19. On a ici des images. Ce sont des comptes coordonnés qui étaient très, très similaires en ce qui concerne le type d'images contre et pour les projets. Et on avait des autres comptes qui faisaient les retweets des comptes très, très similaires dans le contexte des campagnes. Ici, par exemple, pour le casque blanc à Syrie. Et ici, on a ce qu'on appelle pump and dump, c'est-à-dire qu'on a un armement et après, on se retire. Donc, on fait par exemple ici, je ne sais pas, de calcul de la crypto-devise ou de la crypto-monnaie pour avoir une espèce de bénéfice. Et après, dans le contexte de la politique, on a des comptes qui sont très, très similaires parce qu'on a les mêmes types de publications ou de variations très, très similaires ou les mêmes séquences de hashtags. Et parfois, ça est fait jusqu'à la compte. Et donc, beaucoup de réseaux qu'on voit donc, utilisent un réseau. Donc, nous serons ici jusqu'au même contenu. Ici, on a fait l'analyse du réseau de ce type de coordination. On avait des liens dans de fausses nouvelles, des informations fausses, spécifiquement pour les élections de l'année 2020 et de la COVID-19. On avait des adolescents qui ont été payés, ils n'étaient pas des bots. Donc, ils ont simplement ils ont copié et collé les informations. Donc, ici, on essaie de comprendre comment est-ce que le réseau infiltré va faire que la qualité des informations descend, spécifiquement dans les systèmes. On voit que si les agents peuvent s'infiltrer vers le réseau, donc moi, je voudrais arrêter parce que moi, je sais que moi, je parlais beaucoup. Déjà,
On a beaucoup d'outils, donc on peut voir, je ne sais pas, comment les utiliser dans les réseaux sociaux. Donc vous pouvez jouer avec les outils. Et simplement pour faire un petit sommaire, donc ici l'interaction entre les tendances cognitives sociaux et algorithmiques, ça nous fait vulnérables en face de désinformation. Donc, il faut simplement comprendre quelles sont les vulnérabilités. Donc, merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier vraiment les membres de mon équipe. Ils sont très, très géniaux. Donc, pardon, je sais que je parlais beaucoup. Donc, Carlos, oui, merci. Merci, Phil. Ces conversations étaient très intéressantes. Ici au Mexique, donc, on a des situations très similaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Près des élections de 2012, 2018, on a vu tout le type de bots qui s'adaptent aux normes, par exemple. Et ici, avec la pandémie, on a aussi une politisation. Et donc, il faut savoir comment on va rester aligné pour éviter les mortes, par exemple, parce qu'on sait que la COVID n'a pas s'arrêté. Donc, c'est très intéressant de savoir que les personnes, je ne sais pas, au fond, et, on sait que, par exemple, on fait les echo chambers ou ces chambres écho, même si on n'a pas vraiment, je sais pas, un avis politique spécifique. Et pour certaines informations, donc je crois que c'est très intéressant pour la partie sociaux parce que on peut faire par exemple la comparaison de théories qu'on avait, je sais pas, il y a 10 années, mais au passé, on parlait seulement de théories et on avait des limitations. Et donc, à cause de cela, donc on avait parlé d'une humanité. Mais avec les informations qu'on a déjà, on peut faire ici des, 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 des informations. Et c'est très intéressant parce que d'un côté, on a aussi la diffusion de informations politiques et des autres personnes qui essaient aussi de diffuser ces informations. Donc, on a des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, on vous demande de les partager. Ça, peu importe, anglais, français, espagnol. On peut les traduire. Et si vous savez aussi de commentaires pour Jean-Daniel, donc on peut leur partager. Peut-être non de manière spécifique, mais oui. Peut-être par rapport à l'intelligence artificielle. Adam Carvajal il demande dans de textes techniques, par exemple, il est très improbable de trouver des expressions reflétant une forme d'intolérance et préjugés, comme si tout comportement inapproprié devait être soigneusement dissimulé au lecteur cible. Comment vous y prendiez-vous découvrir tel préjugé? Donc, si on parle de la psychologie, donc on peut savoir que le scientifique, le journaliste, même s'il essaie, je ne sais pas, d'éviter ses préjugés, donc on sait qu'on a toujours... comment est-ce qu'on peut prévenir la désinformation? Ça, c'est pas vraiment une circonstance.
Même dans le domaine de nouvelles, la vérification, c'est très important. On a des personnes aussi. Donc, personne, c'est... Donc, c'est que les personnes qui vérifient les faits sont des experts. Pour savoir si on a des autres points. Dans les cas de la science, on a aussi la révision de collègues. On sait que cela, c'est pas parfait. Parfois, on sait qu'on a des travaux très soigneux, parfois pas beaucoup. Il faut avoir, je ne sais pas, des incentives. On sait que la plupart de la révision est faite parce que les personnes pensent qu'on a l'obligation morale. On peut avoir un certain crédit, par exemple, mais cela veut dire que la qualité peut varier beaucoup. Donc, ce n'est pas surprenant que parfois on a, je ne sais pas, une désinformation ici dans les articles scientifiques et on voit, par exemple, une augmente dans la rétraction, mais ça c'est presque toujours à cause de situations, je ne sais pas, à cause des erreurs. Et donc, on simplement contacte les mouvements qui étaient très forts spécifiquement pour des résultats. Et aussi, on sait que le journaux aussi, on a, je ne sais pas, des manuscrits, des codes utilisés pour le logiciel, par exemple. Donc, on commence à apprécier l'importance de la reproducibilité dans la recherche, mais c'est très difficile parce que on n'a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont la connaissance. Même si on fait la révision par les collègues, c'est pas très probable qu'une personne, par exemple, même si c'est un expert, fait la reproduction du résultat de l'article. Mais on a, oui, de méthodes, mais on aura toujours les vulnérabilités. Dans ces points-là, on sait que les articles scientifiques sont plus précis que les informations générales parce qu'au moins on a une vérification parce que dans l'autre cas, n'importe qui peut faire, je ne sais pas, faire le partage des informations, ou avoir un blog, un site web avec des informations qui sont des informations. Et donc je dirais que donc on sait que la littérature scientifique n'est pas parfait, mais je pense que les niveaux sont différents. Unfortunately, Pierre has to leave soon, so perhaps there's just time for a final question. On a une dernière question. Of the operation of social networks. Compte tenu de la nature du fonctionnement des réseaux sociaux, est-il de la responsabilité des créateurs de réguler la diffusion de contenu? On a un très grand débat par rapport à la régulation de la diffusion du contenu, de la teneur, parce que on sait qu'on a la liberté, donc d'expression, donc on ne peut pas faire des interdictions, et donc on parle beaucoup de tout ça, mais la liberté d'expression c'est pas illimité. On sait que les concepts originaux, que les meilleures idées iront gagner, ou que la meilleure façon de, je sais pas, je sais pas, de traiter la mauvaise expression, c'était avec une bonne expression, mais on sait que les personnes n'ont pas une attention infinie, non? C'est fini, c'est plus limité, donc on voit seulement une petite partie. Et cela est plus influencé par les réseaux sociaux, avec le variation, je sais pas, de structure, de information, etc. Et plus récemment, moi, j'ai lu les concepts de liberté d'attention
en comparaison avec la liberté d'expression, ça veut dire que moi, je veux décider quelle est la libération. Et ce qui se passe, c'est un moment d'utiliser, par exemple, le bot. On peut faire la manipulation des personnes. Donc, on ne peut pas s'assurer que quelqu'un voit quelque chose, mais ça veut dire aussi la suppression, par exemple, je sais pas, de l'expression. Donc, on l'appelle aussi l'économie de l'attention parce qu'on a beaucoup d'informations dans le monde et on a une attention limitée. Donc, de la même manière qu'on a la liberté d'expression, on a la liberté d'attention et pour décider à quoi est-ce qu'on va donner notre attention. Donc, on a de directrices pour savoir comment est-ce que on peut aider les personnes à, je sais pas, à sélectionner des informations de bonne qualité, des sources confiables. Donc, quand on aime, on fait le retweet de quelques informations, donc nous sommes de participants dans le système pour savoir on va contribuer aussi pour amplifier les plateformes et aussi qui peut être manipulé d'une certaine manière. Il faut aussi avoir une régulation aussi afin d'être plus conscient de ce qui peut avoir, je sais pas, un impact ou qui peut toucher un certain groupe et non un autre. Et par exemple, moi, je conseillerais, je sais pas, mes élèves de ne pas partager des choses qu'ils ne connaissent pas ou simplement des images ou des titres qui leur fait sentir, je sais pas, un peu fâché. Non, je pense qu'il faut être responsable au moment de faire un partage. Oui, je pense que il faut, d'une certaine façon, réguler les réseaux sociaux et avoir ce qu'on appelle les echo chambers, les chambres écho. Et pour connaître quelle sera l'échelle, peut-être l'échelle atteindra des milliards, je ne sais pas. Et d'un autre côté, avec, je ne sais pas, les traces des données, des informations, et aussi pour les interactions qu'on a spécifiquement pour il faut établir, je ne sais pas, des restrictions. Donc, il faut savoir quelles sont je sais pas, les régulations. C'est peut-être, je sais pas, on sait qu'on a l'intérêt, par exemple, de diffuser des informations qui sont attractives pour avoir notre attention. Donc, aussi, la plateforme change, je sais pas, les normes. Les politiques vont s'adapter pour trouver des informations aussi et pour éviter la diffusion de cette désinformation. Et par exemple, je sais pas, on peut développer la loi pour le partage des informations, je sais pas, ou peut-être on peut faire. Oui, les systèmes sociaux sont plus complexes que le système physique parce que elles ne sont pas vraiment, je sais pas, complets. Merci, Phil. Donc, on a trouvé votre conversation très importante. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais on voudrait vous remercier pour être ici. Et on sait que c'est un webinaire. Hein, et le 26 mai, on aura un autre séminaire. Donc, merci à tous. Merci. Merci à vous.